Auditeurs et auditrices de Radio Gina, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans l'heure du droit. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un principe fondamental du droit pénal, la présomption d'innocence, qui est souvent évoquée lorsque des individus sont suspectés d'infraction. Quel est le véritable sens de ce principe et que signifie-t-il pour l'individu qui en bénéficie? Nous en parlons avec le juriste pénaliste Kokuda Anato, Meshak Nyaro au micro. Cher invité, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, nous parlons de la présomption d'innocence en droit. Quand on parle de présomption, à quoi fait-on référence? Oui, merci beaucoup madame pour la question. Lorsqu'on parle de la présomption, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas sûr et c'est une supposition. On suppose. Donc, lorsqu'on parle de la présomption d'innocence, c'est d'abord un principe fondamental du droit qui consiste à ce que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocent jusqu'à ce qu'une juridiction valablement constituée lui déclare coupable, ou bien jusqu'à ce que l'accusation apporte les preuves irréfutables de sa culpabilité. Et ce principe, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Parce que quand nous nous référons à la nouvelle constitution de 6 mai 2024, la nouvelle constitution togolaise, quand nous prenons l'article 7, alinéa 2, on nous dit que toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit démontrée. Ce qui suppose que quand vous êtes poursuivi ou bien vous êtes poursuivi pour une infraction, on ne doit pas vous déclarer coupable. Ni les juges d'abord à l'entrée, ni les juges, ni la population. Il faut que votre culpabilité soit d'abord attestée ou bien soit prouvée d'abord. Il faut que l'accusation rapporte les éléments pour prouver que là, vous êtes coupable. Et si l'accusation n'arrive pas à rapporter les preuves palpables pour démontrer votre culpabilité, vous êtes relâché sous bénéfice de doute. C'est ce qui donne l'importance aux présomptions d'innocence. Et ce principe également, dans les textes internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, quand nous prenons l'article 11 de cette déclaration, ce principe est également garanti à toute personne qui est suspectée. Donc, lorsqu'on parle de la présomption d'innocence, il est question de prendre toute personne suspectée comme innocent d'abord. Même s'il arrive que les éléments concordent ou bien les éléments démontrent que la personne pourrait commettre cette infraction, il est présumé d'abord innocent jusqu'à ce qu'une juridiction déclare cette personne coupable. Très bien. Parlons justement de ce dernier cas. Est-ce qu'il y a possibilité d'évoquer la présomption d'innocence lorsqu'une personne est prise en flagrant délit? Effectivement, la présomption d'innocence, c'est un droit fondamental. Même si la personne est prise en flagrant délit, ce principe est toujours applicable. Parce que lorsqu'on parle des flagrants délits, il faut d'abord relever que une infraction flagrante, c'est une infraction qui est sur le point d'être commise ou bien qui se commet actuellement, ou bien les auteurs de l'infraction sont poursuivis par des clameurs publiques. Malgré ceci, cette personne est considérée ou bien est supposée innocente jusqu'à ce que une juridiction valablement constituée la déclare coupable. Donc, en cas de crime flagrant ou bien de délit flagrant, les présumés auteurs bénéficient de la présomption d'innocence. Généralement, lorsqu'on parle de présomption d'innocence, on l'oppose directement à la présomption de culpabilité. Dans quel cas on évoque l'un ou l'autre de ces éléments? Oui, merci pour la question. En droit pénal, nous avons deux modèles procéduraux qui permettent au magistrat ou bien aux parties, précisément la victime, de démontrer la culpabilité d'une personne suspectée. On a d'abord la procédure inquisitoire et la procédure accusatoire. Donc la procédure accusatoire est celle menée dans des sociétés primitives et conservée dans les sociétés des common law jusqu'à nos jours, comme c'est le cas par exemple des États-Unis d'Amérique, où
la victime ou bien les parties mènent la procédure, constatent les infractions et le juge plutôt joue en quelque sorte un rôle d'arbitre. Et dans cette procédure, c'est la présomption de culpabilité qui s'applique. Et la présomption de culpabilité veut dire que tout homme suspecté d'avoir commis une infraction est considéré comme coupable. La personne est considérée comme coupable jusqu'à ce que une juridiction déclare cette personne non coupable. Ce qui fait en quelque sorte que, ici, dans la présomption de culpabilité, on renverse la charge de la preuve. En droit, le principe veut que celui qui réclame, ou bien c'est l'accusation qui devait apporter les éléments de culpabilité de la personne poursuivie. Mais dans le principe de la présomption de culpabilité, là, c'est La personne accusée. la personne accusée qui est obligée de démontrer qu'il n'a pas commis d'infraction. Je viens de le dire, c'est un principe applicable dans des sociétés primitives et conservé dans des systèmes de common law. Mais en réalité, quand nous prenons le 14e amendement des États-Unis d'Amérique, on voit que ce principe, en quelque sorte, c'est-à-dire le principe de la culpabilité et le principe plutôt de la présomption de culpabilité n'est pas automatiquement applicable parce qu'il y a toujours le principe de l'innocence, la présomption d'innocence qui revient toujours parce que c'est un principe fondamental à tout homme. Quand vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction, vous devez être considéré d'abord comme innocent jusqu'à ce qu'on établisse votre culpabilité. Donc, on oppose souvent la procédure accusatoire, la procédure inquisitoire, qui est applicable en droit français. Et au Togo, c'est la même procédure que nous appliquons. Dans cette procédure, c'est-à-dire la procédure inquisitoire, la recherche de la preuve, la constatation des infractions sont laissées à la merci des magistrats professionnels. Ce qui fait Ceux du parquet? Ceux du parquet, le ministère public. D'accord. Ce qui fait que lorsqu'on suspecte une personne d'avoir commis une infraction, ce n'est pas la personne qui doit démontrer son innocence. C'est plutôt le ministère public qui démontre la culpabilité de la dite personne. Alors, pour les cas de présomption, est-ce que ça concerne la commission de n'importe quel type d'infraction? Oui. En droit, quand nous prenons par exemple l'article 1er du Code pénal togolais de 2015, les infractions sont classées selon leur gravité. On a en première partie un crime, délit et contravention. Les crimes sont considérés comme les infractions les plus graves. Par exemple, un assassinat, le meurtre commis avec préméditation. Et après, nous avons les délits qui sont par exemple des simples vols. Quelqu'un qui vole de l'argent ou bien des cas comme ça. Et nous avons en dernière production, la troisième production, nous avons la contravention. Et la contravention, ce sont des infractions de moindre gravité. Qui requièrent des amendes. Qui requièrent des amendes ou bien des peines de police. Par exemple, quelqu'un qui viole les feux tricolores commet une infraction qu'on classe sous l'appellation de la contravention. Donc, parmi toutes ces trois infractions, la présomption d'innocence y est toujours applicable. Elle est d'emblée. Elle est d'emblée. Quand vous commettez un crime, un délit ou bien une infraction de la moindre gravité comme la contravention, vous êtes toujours... Bon, la partie poursuivante doit toujours vous appliquer la présomption d'innocence. Et cela permet en quelque sorte de garantir l'équilibre de la procédure. D'accord. Si on reste toujours dans le cadre des contraventions et on prend le cas d'une personne qui a violé les feux tricolores, est-ce à dire, selon vos explications, qu'on doit prouver qu'effectivement elle a violé le feu avant de lui coller une amende à payer? Oui, madame. Effectivement, lorsque vous violez, par exemple, les feux tricolores, les policiers vous arrêtent. Et souvent, ils posent d'abord la question, vous savez pourquoi on vous a arrêté? Vous avez fait ceci, vous reconnaissez les faits. Vous tombez sous le coup de telle loi du code de la route, et c'est là où on va vous coller l'amende. On doit démontrer d'abord votre culpabilité. Vous êtes considéré comme un innocent ou bien vous êtes présumé auteur. Quand on dit présumé, cela suppose que vous n'êtes pas d'emblée auteur de l'infraction.
vous êtes présumé auteur de l'infraction et le policier qui vous arrête, il doit démontrer que vous avez effectivement violé les feux tricolores avant de vous coller l'amende. Oui. D'accord, super. Alors, il semblerait qu'on distingue plusieurs types de présomptions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, madame. Et quand on parle de la présomption, il y a certaines présomptions qui sont irrévocables. D'accord. C'est-à-dire des présomptions où lorsque on vous colle cette présomption, si on peut le dire ainsi, il n'y a pas de preuve contraire pour pouvoir battre plutôt en brèche cette présomption. Supposons que le père ou bien le mari de la mère, par exemple en droit civil, est présumé être le père de l'enfant. D'accord. Il y a des présomptions qui sont irréfragables. Par exemple, lorsque on vous arrête, la main dans le sac, c'est-à-dire vous commettez une infraction en flagrant délit, on vous arrête en flagrant délit, et c'est une présomption irréfragable. Et il y a des présomptions qui sont des simples présomptions, où lorsque la partie poursuivante ou bien la victime arrive à apporter la preuve contraire, votre culpabilité n'est plus retenue. Donc, nous avons deux types de présomptions. Il y a des présomptions irréfragables, c'est-à-dire des présomptions auxquelles on ne peut pas rapporter la preuve contraire. C'est comme une infraction qui démontre déjà, ou bien les faits démontrent déjà la culpabilité de la personne poursuivie et il n'y a rien à faire pour défendre la personne. Peut-être que pour le défendre, on peut plaider par exemple la clémence du juge ou bien il peut avoir des excuses absolutoires, tout. Mais quand on parle de la présomption simple, c'est une présomption qui peut être attaquée par une preuve contraire. Lorsque vous poursuivez la personne, par exemple, d'avoir violé les feux tricolores, mais la personne peut démontrer que non, le feu ou bien le feu était orange avant qu'il ne passe. Il peut démontrer ou bien il peut avoir des témoins pour confirmer que la personne n'a pas violé le feu rouge, mais le feu était orange avant qu'il ne passe. Et dans ce cas, est-ce que la décision, si par exemple, malgré toutes les preuves, les témoignages, on décide de le punir et de le sanctionner, est-ce qu'il peut poursuivre les personnes qui l'ont fait? Oui, on ne doit pas, en droit pénal, les infractions sont prévues et punies par la loi. Et lorsqu'il n'y a pas une infraction qui est constituée, on ne peut pas punir la personne. Ce qui veut dire que si malgré tout, on punit la personne, on peut dire que c'est de l'abus du droit. Et l'abus est toujours prévu et puni par la loi. C'est dans le règlement Bayard de la Cour de cassation qui a fait sortir cette notion, l'abus du droit pour la première fois. Donc, quand vous abusez ou bien une autorité abuse, malgré les preuves irréfutables que l'infraction n'est pas constituée, malgré ça, l'autorité punit une personne, on peut poursuivre l'autorité pour abus du pouvoir ou bien violation des droits fondamentaux de la personne. Oui. Alors, vous aviez dit tantôt que la présomption d'innocence, elle est d'office, elle est d'emblée. Est-ce que c'est le cas lorsqu'on est en face d'une personne qui est récidiviste et qui a l'habitude de pratiquer cette même infraction? Oui, la présomption d'innocence est toujours applicable à n'importe qui, même si c'est un récidiviste. Si la personne a l'habitude de commettre, par exemple, ces genres d'infractions, la présomption d'innocence lui est applicable. Il y a quelques exceptions, par exemple, quand on prend l'infraction de proxénétisme. Là, cette présomption n'est pas applicable. Oui, c'est-à-dire quand vous parlez de proxénétisme, Oui. vous faites référence à quoi? Je fais référence à... Il arrive des fois qu'il y a des hommes, des femmes qui entretiennent, par exemple, qui prennent une maison et ils amènent des filles pour entretenir ou bien encourager la prostitution. Oui. Ils engagent des filles et ils les payent en retour ou bien ils prennent les photos des filles, ils les montrent aux gens si vous avez besoin de telle fille ou bien vous avez besoin de satisfaire vos désirs sexuels. Et téléphonez-moi, je suis là, je peux vous fournir des filles ou bien des hommes. Donc, ces gens-là sont appelés les proxénètes. Et dans ce cas, en cas d'infraction de proxénétisme, la présomption d'innocence n'est pas applicable. Il revient maintenant à l'accusé de démontrer son innocence. Super. Alors, la présomption d'innocence a une durée de vie de combien de temps?
La présomption d'innocence, en réalité, dépend de la personnalité juridique et de la personne. Ce qui suppose que quand vous commettez une infraction et vous êtes en vie, on va toujours vous appliquer le principe de la présomption d'innocence. Ça s'arrête au moment où la personne n'est plus en vie, c'est-à-dire la mort met fin à l'application de la présomption d'innocence de la personne. D'ailleurs, en droit pénal, la mort met fin à l'action publique. Oui, oui. La mort met fin à l'action publique. Une fois que la personne est décédée, on ne peut pas poursuivre encore la personne sur le plan pénal, mais on peut le faire sur le plan civil pour pouvoir, par exemple, le sanctionner et toucher son patrimoine en quelque sorte. Donc, la présomption d'innocence s'arrête au moment où la personne décède. D'accord. Alors, en quel moment est-ce qu'elle est enclenchée? Au moment de la commission de l'infraction ou au moment où le procès est déclenché? Oui, merci beaucoup, madame, pour la question. Lorsqu'on parle de la présomption d'innocence, c'est une présomption qui commence dès le début dès la commission de l'infraction jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée. Donc, ça peut durer 7 ans, 8 ans, 20 ans? Ça dépend de la procédure. Ça peut avoir une durée plus longue. Supposons que M. A commet une infraction ou bien on reproche à M. A la commission d'une infraction aujourd'hui. Et M. A bénéficie de la présomption d'innocence aujourd'hui. Mais on voit que, en suivant la procédure, on ne peut pas régler son affaire aujourd'hui. On doit d'abord le placer en détention provisoire. Lorsqu'on place la personne en détention provisoire, cela ne veut pas dire que la personne purge une peine, non, parce qu'on ne l'a pas déjà condamné. Donc, on le place là. Ce sont quand même des limites de la présomption d'innocence. On le place là pour pouvoir faire quoi? Pour assurer la bonne administration de la justice, pour que cette personne soit, pour que cette personne soit à la disposition des juges au moment où on a besoin de l'interroger ou bien au moment où on a besoin de chercher en plus de preuves pour l'empêcher peut-être à effacer certaines traces de ses actes. Donc la présomption d'innocence commence dès la commission de l'infraction, dès qu'on suspecte quelqu'un d'avoir commis une infraction, c'est là où on va commencer à appliquer la présomption d'innocence. Et il faut aussi relever que, par exemple, le tribunal correctionnel peut condamner la personne. Oui. Mais une fois que la personne est condamnée devant le tribunal correctionnel, il y a la possibilité de faire l'appel. Oui. Alors là, le principe de la présomption d'innocence ne s'arrête pas. Même Ça condamné, continue. ça continue toujours. Parce qu'au niveau de l'appel, la personne peut être déclarée non coupable. Il y a les voies de recours qui s'imposent à tout jugement. Ce qui veut dire que quand la personne est condamnée par le tribunal, par exemple correctionnel, le principe de la présomption d'innocence ne s'arrête pas. Et même si ça va au niveau de la Cour de cassation ou suprême, ça continue. Même jusqu'à ce que ça va au niveau de la Cour de cassation, la présomption d'innocence continue. Et ça s'arrête au moment où toutes les voies de recours sont épuisées et un jugement définitif déclare la personne coupable. C'est là où on peut dire que cette personne suspectée n'est plus une personne suspectée, mais c'est lui l'auteur de l'infraction. Si la personne est en détention provisoire, ou bien garde à vue, ou bien on libère la personne sous caution en attendant, il y a toujours l'application du principe de la présomption d'innocence. Ça ne s'arrête pas lorsque un premier jugement déclare la personne coupable au moment où la personne a la possibilité de faire appel ou bien de remettre en cause le jugement là. Donc, la présomption d'innocence, c'est le principe qui commence dès la commission de l'infraction jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu et déclarer la personne coupable ou innocente. Oui. J'aimerais bien que vous éclairiez notre lanterne en ce qui concerne la libération sous caution en lien avec la présomption d'innocence. Lorsqu'on libère la personne sous caution, cela signifie que jusqu'ici, il n'y a pas... La libération sous caution d'abord, c'est que la personne a commis une infraction. Oui.
on sait que la personne, ou bien on a déclaré la personne coupable de cette infraction, mais compte tenu des éléments ou bien des circonstances atténuantes, on peut libérer la personne. Sous caution, la personne va payer une somme. Et cette somme va permettre en quelque sorte de réparer le tort que la personne a causé à l'autrui en attendant. Et lorsqu'on libère la personne sous caution aussi, on suit la personne. C'est-à-dire que la personne doit être prête à répondre à toutes les convocations antérieures ou bien postérieures à la libération sous caution. Donc, une libération sous caution n'exempte pas l'individu d'un éventuel jugement. Non. Si on juge par exemple la personne, et si c'est un jugement définitif, un jugement définitif qui condamne la personne ou bien qui déclare la personne coupable, alors là, il n'y a plus la présomption d'innocence. Mais si c'est qu'on a gardé la personne, par exemple, la garde à vue, ou bien la personne a fait l'objet de la détention provisoire, et on libère la personne sous caution, il n'y a pas un jugement ici définitif qui déclare la personne non coupable d'abord. Donc, dans ce dernier cas, le principe de présomption d'innocence continue toujours de s'appliquer. En dehors du fait qu'une personne présumée innocente ne soit pas condamnée, quels sont les autres droits et avantages dont bénéficie ce genre de personnes? Oui, merci beaucoup pour la question. Le principe de la présomption d'innocence permet d'abord à la justice de ne pas tomber dans la disgrâce ou bien de ne pas salir son image. Lorsque une personne est libérée par exemple sous bénéfice de doute ou bien on n'a pas trouvé les preuves ou bien quand nous prenons par exemple le ministère public qui n'a pas pu rassembler les preuves pour déclarer la personne coupable, il y a un doute, on a libéré la personne. Et cela permet également de garantir l'image ou bien la notoriété de la personne. Parce que lorsqu'on parle de la présomption d'innocence, on suppose que la personne a commis l'infraction. La personne n'est pas auteur de l'infraction. Si, par exemple, ce principe n'existait pas, une fois qu'il y a des soupçons qui tombent sur une personne, on suppose que, ou bien on prend la personne comme auteur, cela va salir son image. Son autorité ne serait plus les mêmes. Mm-hmm. Ce qui fait que le principe de la présomption d'innocence garantit la vie privée ou bien protège l'image même de la personne suspectée. C'est ce qui fait que quand nous tournons aujourd'hui dans les médias ou bien sur les réseaux sociaux, vous allez voir que c'est un phénomène qui est monnaie courante. Oui. Lorsque une personne est suspectée, il y a des gens qui prennent sa photo, son image, on publie par ici, on le prend comme l'auteur. Alors Justement. Que les tribunaux n'ont pas encore déclaré la personne. Ou bien les magistrats qui sont chargés d'instruire l'affaire n'ont pas encore déclaré la personne coupable. Et c'est une erreur grave. Justement. Ces personnes qui commettent ces actes peuvent être tombées sous le coup de, par exemple, calomnie ou bien diffamation. Parce que la présomption d'innocence protège l'image de la personne. Même les journalistes. Aujourd'hui, on voit, quand il y a des soupçons qui tombent sur une personne, il y a certains journalistes qui présentent la personne comme auteur. Mais c'est une erreur. À travers des articles qui sont écrits. À travers des articles, ou bien il y a des gens même qui publient les images, comme je l'ai dit tantôt, publient l'image de la personne suspectée. Même si la personne est arrêtée par les forces de l'ordre, la personne n'est pas encore déclarée auteur de l'infraction. Donc, on ne peut pas prendre cette personne comme auteur. On attend d'abord les juridictions compétentes. Il revient à cette juridiction-là de déclarer la personne coupable. Donc, cela porte atteinte à quelque sorte à l'image de la personne suspectée et cela touche également son autorité. Justement, parlons de l'image et de la réputation de ces personnes. Est-ce qu'une personne qui suspectée d'avoir commis une infraction peut dans les premiers temps demander à ce que son image soit protégée? Effectivement. La personne peut demander que son image soit protégée. Et au cas où, par exemple, quelqu'un écrit un article
sur la personne ou bien dans les médias, on a déclaré la personne coupable avant que les juridictions compétentes ne prononcent sur la culpabilité ou bien l'innocence de cette personne, la personne peut les poursuivre pour diffamation et il peut demander également ce qu'on appelle la contre-information. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a écrit un article pour dire que cette personne est auteur de telle infraction, la personne va écrire un autre article pour faire quoi? Pour démentir l'information, afin de redorer plutôt l'image qui a été salie. Justement, lorsqu'on parle dans ces cas de lorsqu'une personne est suspectée, on voit que généralement, ces personnes font l'objet d'une arrestation arbitraire. Elles sont parfois victimes de violences ou d'abus. Qu'est-ce que le droit, qu'est-ce que la loi dit? Et merci beaucoup pour la question. Lorsque une personne est suspectée d'avoir commis une infraction, quand nous prenons la procédure pénale, il y a des procédés ou bien des démarches à suivre pour arrêter la personne. Mais cela ne veut pas dire que les forces de l'ordre ou bien le ministère public ou bien ceux qui sont chargés de mener l'enquête ne vont pas aller exercer la force légitime sur la personne lorsque la personne est peu coopérative ou bien lorsque la personne résiste plus. Et par exemple, à la convocation ou bien la personne ne veut pas coopérer, alors là, le droit donne l'autorisation aux enquêteurs de faire quoi? D'exercer la force légale. D'exercer la force légale sur la personne suspectée pour pouvoir l'amener à répondre ou bien à répondre aux interrogations ou bien à démontrer son innocence. Oui, merci. D'accord. Vous avez dit tantôt qu'une personne dont l'image a été atteinte lors d'une arrestation et qui est présumée innocente, quelle est la procédure qu'elle doit suivre pour, par exemple, poursuivre les personnes qui ont sali son image? Oui, lorsque la personne est déclarée après innocente parce que le ministère public n'a pas pu rassembler les preuves pour déclarer la personne coupable de l'infraction dont elle est suspectée, alors s'il y a des journalistes ou bien des blogueurs qui ont publié ces images sous prétexte qu'il est coupable, il doit d'abord rassembler les preuves de ces articles ou bien les images publiées sur le compte ou bien les pages de ces personnes-là et aller porter plainte contre ces personnes. C'est ce qui va faire maintenant qu'on va poursuivre les personnes qui l'ont déclaré à tort coupable. Parce que nul n'a le droit de se faire justice. Dans la procédure inquisitoire, la poursuite ou bien la constatation des infractions sont réservées aux magistrats professionnels. Ce qui veut dire que la partie civile ou bien les gens du quartier, les amis, les gens qui n'ont pas le pouvoir pour déclarer la personne innocente ou bien coupable ne peuvent pas le faire. Une fois qu'ils le font, et demain on voit que la personne est déclarée innocente, la personne peut rassembler les preuves. Par exemple, si c'est un article publié ou bien c'est une image qu'ils ont publiée, la personne peut recueillir ces articles ou bien ces images et aller porter plainte contre ceux qui ont publié ces images qui l'incriminent. Oui, là on vient de parler des médias. On constate dans la société, dans nos communautés, que généralement lorsqu'une personne est suspectée d'infraction ou qu'elle a fait l'objet d'une arrestation, elle fait souvent l'objet de discrimination dans la société, de licenciement, où elle subit des préjudices venant de la communauté. Est-ce qu'elle a la possibilité également, par exemple, d'engager la responsabilité d'un employeur ou de signaler des cas de discrimination qu'elle a eu à vivre avec des gens dans la communauté? Oui, effectivement, jusqu'à ce que la personne ne soit déclarée coupable, on ne peut pas licencier, par exemple, la personne. Je prends l'exemple d'un comptable qui est suspecté d'avoir mis la main dans la caisse. Oui. L'employeur ne peut pas le licencier au moment où l'accusation n'a pas trouvé des preuves palpables ou bien des preuves irréfutables et les juges n'ont pas encore déclaré le comptable la coupable. On ne peut pas le licencier. Il ne peut pas être à la merci également des moqueries ou bien des discriminations dans la société au moment où les juges n'ont pas encore déclaré cette personne coupable.
peut-être que lorsque la personne est suspectée, le comptable est suspecté, par exemple, d'avoir mis la main dans la caisse, il peut être, il peut être suspendu en quelque sorte. Mais on ne peut pas le licencier parce qu'il est supposé être voleur. Il est présumé voleur, il n'est pas encore voleur. Il revient au juge maintenant d'établir sa culpabilité. Donc, si une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction, et les gens dans sa société ou bien dans l'entreprise le traitent, ou bien il est devenu à la risée des gens, Oui. et il doit espérer, il doit attendre d'abord. Lorsque les juges vont le déclarer coupable, auquel cas il ne peut rien, parce que en réalité, il est auteur des infractions dont les gens parlent. Alors, s'il a justement fait l'objet de cette discrimination, est-ce qu'il peut demander que le dommage soit réparé, que le préjudice soit réparé sur le plan civil? Effectivement. Et à la condition que on le déclare par exemple innocent devant le tribunal pénal d'abord. Parce que le pénal tient souvent le civil en l'état. L'inverse n'est pas impossible. Lorsque on poursuit quelqu'un pour, par exemple, le vol, je prends l'exemple toujours d'un comptable A qui est suspecté d'avoir mis la main dans la caisse. Et après les enquêtes, on voit que non, ce n'est pas lui l'auteur ou bien il n'a pas commis l'infraction dont on le suspectait. Il peut demander la réparation de quoi? De son image salie, sur le plan civil par exemple. Il peut demander les dommages et intérêts parce qu'on l'a accusé à tort pour une procédure abusive. On n'est pas sûr, il n'y a pas de preuve qui démontre sa culpabilité, mais on a sali son image, on l'a poursuivi pour le vol, ce qui n'est pas le cas. Alors, qui va fixer le montant de la réparation qui doit être faite? Est-ce lui-même ou le tribunal? Oui. En droit, c'est la partie civile ou bien c'est la victime qui fixe les montants et les juges maintenant analysent les montants et ils voient. Est-ce que le dommage causé avec le montant là, ça va ou bien le juge peut diminuer. Mais lorsque par exemple la victime demande une réparation qui n'est pas aussi à la hauteur de l'infraction, le juge ne peut pas élever le montant. Mais lorsque c'est trop élevé, le juge peut ramener ça à sa juste valeur. À sa juste valeur, oui. D'accord. Alors, du fait qu'une personne d'emblée soit présumée innocente, est-ce que cette personne-là peut demander la non-publicité des débats lors d'un procès? La publicité des débats, ce sont des principes fondamentaux de la justice. Avant qu'on ne demande que le procès soit lieu en chambre de conseil ou bien à huis clos, il faut qu'il y ait des éléments qui portent atteinte à la dignité ou bien il y a des éléments qui portent atteinte à l'honneur de la personne. Et il revient au juge. La personne peut demander que les débats soient lieu en chambre de conseil. Mais il revient au juge de statuer sur l'importance ou bien la faisabilité. Si on voit que la question qui est sur la table à débattre ne porte pas atteinte trop ou bien ne nécessite pas que les débats soient lieu à huis clos, alors là, le juge peut rejeter sa requête. Le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à la publicité des débats. Même si vous êtes supposé ou bien vous êtes présumé innocent, cela ne veut pas dire que vous allez imposer au juge le fait que comme les juges ne sont pas encore ou bien l'accusation n'a pas encore jusqu'ici apporté les preuves irréfutables de votre culpabilité, on ne peut pas interdire ou bien on ne peut pas se baser sur cette présomption d'innocence pour demander que les débats soient lieu à huis clos. Non. C'est le principe de la publicité des débats est fondamental. C'est une manière aussi de permettre à la société d'avoir accès à la justice ou bien de suivre ce que les juges font. Les juges rendent le jugement au nom et pour le compte de la société. C'est la société qui décide. Donc, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à la publicité des débats. Très bien. Alors, est-ce qu'une personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction doit faire automatiquement l'objet d'une arrestation? Cela dépend des infractions.
si c'est une infraction grave, comme un crime, ou bien en matière délictuelle, lorsque la loi le prévoit, si une personne est suspectée et le ministère public voit que pour les besoins de l'enquête ou bien pour la bonne administration de la justice, on a besoin que la personne soit à nos côtés, ou bien si on laisse la personne à l'air libre, la personne peut effacer les traces de l'infraction dont il est suspecté. On peut placer la personne là, d'abord en garde à vue, le OPJ, ou bien l'officier de police judiciaire peut le placer en garde à vue, ou bien le juge d'instruction peut le placer en détention provisoire. Et cela a pour but d'abord de chercher les preuves. Si les preuves ne sont pas suffisamment, ou bien les preuves ne sont pas suffisantes pour démontrer la culpabilité, on laisse la personne. Ce qui veut dire que quand la personne commet par exemple une infraction de moindre gravité, quelqu'un qui viole par exemple les feux tricolores, on ne peut pas arrêter la personne. Peut-être on peut prendre ou bien on peut saisir la voiture ou bien sa moto en attendant que la personne paie l'amende. Mais la personne même, on ne peut pas la retenir. Donc, ce n'est pas toutes les infractions qui font appel à l'arrestation ou bien à l'appréhension de la personne suspectée automatiquement. Bien noté. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot sur le sujet? Quelque chose qui n'a pas été dit ou sur lequel vous aimeriez apporter plus d'éclaircissement? J'aimerais encore revenir sur le principe de la présomption de culpabilité. Oui, allez-y. Le principe de la présomption de la culpabilité, comme je le disais tantôt, c'est un principe que les pays de common law ont l'habitude d'appliquer. Mais c'est à tort qu'on pense que ce principe reçoit une pleine application. Parce que dans ces législations, on voit que le principe de la présomption d'innocence supplante le principe de la culpabilité. Parce que, quel qu'en soit le cas, la personne suspectée bénéficie toujours de la présomption d'innocence, même si la personne est prise en flagrant délit. On ne peut pas supprimer ce principe-là. C'est ipso facto, c'est applicable directement à la personne. Oui. Et en ce qui concerne également les infractions flagrantes, oui. Lorsque la personne est arrêtée, la main dans le sac, cela ne suppose pas, ou bien cela ne veut pas dire que la personne est forcément l'auteur de l'infraction. Vous rentrez à la maison, vous voyez quelqu'un qui défonce votre porte et vous le voyez en train de prendre votre télévision ou bien enlever votre télévision. Cela ne veut pas dire que la personne est d'emblée l'auteur de l'infraction. Non. La personne, jusqu'à ce que un tribunal compétent déclare la personne coupable, vous considérez la personne d'abord comme un présumé auteur. Parce que quand on parle de l'infraction, il y a d'abord les éléments qui constituent une infraction. Ce qui fait qu'il faut d'abord démontrer l'existence de ces éléments pour pouvoir établir d'abord la constitution de l'infraction et l'imputabilité de l'infraction. Parce que la personne, vous pouvez retrouver les éléments ou bien les objets qui ont servi à commettre l'infraction dans la main de la personne. Ou bien la personne peut être poursuivie par des clameurs publics. Et on parle de l'infraction flagrante, mais la personne ne peut pas avoir la volonté de commettre l'infraction. Il va avoir l'élément, par exemple, moral qui fait défaut. Alors là, l'infraction là ne sera pas imputable à la personne et cette personne ne peut pas être déclarée auteur de cette infraction. Il faut, dans tous les cas, que la personne bénéficie d'abord le principe de la présomption d'innocence. La personne est présumée innocente. Et cela ne veut pas dire que lorsque vous rentrez à la maison, vous voyez quelqu'un en train de ramasser vos biens, vous n'allez pas arrêter la personne. Vous appréhendez la personne et vous ramenez la personne d'abord devant les magistrats compétents. C'est à eux de rassembler les preuves en suivant la procédure pour déclarer la personne coupable. Vous ne pouvez pas dire automatiquement, vous arrêtez la personne, vous ne pouvez pas dire que la personne est coupable de l'infraction. La personne est présumée coupable. C'est comme ça se passe en droit. Très bien. Merci pour tous ces apports, ces explications, ces éclaircissements. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Anato Kokuda, je rappelle aux auditeurs que vous êtes juriste pénaliste. Merci beaucoup.
C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour une seconde fois. Oui, Merci. le plaisir est partagé. Alors, chers auditeurs, c'est ainsi que s'achève, c'est ainsi que prend fin cette émission. Merci pour la fidèle écoute. Il était question dans ce numéro de comprendre le principe de la présomption d'innocence. Je suis Méchak Niaro. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne suite de nos programmes sur Radio Djena. Au revoir.